Guillaume, dis-moi comment ça va? Eh bien, écoute, je vais bien, hein. Aujourd'hui, là, ça fait un mois et demi maintenant que j'ai fait mon infarctus du myocarde. J'ai repris le travail aujourd'hui, donc c'était mon premier jour de travail. C'est super chouette, ça fait du bien au cœur de voir qu'on avance, que la vie reprend un mois et demi après. Et j'en suis ravi, donc j'ai l'impression d'avancer chaque jour, d'être de plus en plus serein aussi dans mon corps, dans mes baskets, un peu moins traumatisé psychologiquement par l'événement. Là, de revenir dans la sphère du travail, c'est encore une marche en avant supplémentaire pour moi, hein, parce que je vois que je, je peux reprendre mon statut social qui était le mien, ce que je représente aux yeux des autres, qui est par le prisme du travail, et non plus être malade au fond du lit où tout le monde vient prendre des nouvelles. Et je suis à nouveau moi dans mon entièreté et ça fait très plaisir. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'ai trouvé que ce qui était compliqué, c'est d'être mis dans une étiquette de patient. Et en fait, tout renvoie à la maladie pendant beaucoup de temps. Exactement, oui, on passe de je suis plus Guillaume, je suis l'infarctus du myocarde sur une course de vélo. Ah oui, donc raconte-nous alors comment ça s'est passé. Je suis Guillaume, j'ai 35 ans. Je suis sportif avec un volume d'entraînement assez important, mais on va dire plutôt bien géré dans la mesure, parce que je m'intéresse beaucoup à la physiologie du sport, beaucoup au métabolisme. Et donc, je mesure à peu près ce que je fais. Je pratique le vélo, le trail, l'alpinisme, et tout ce qui touche à la montagne de près ou de loin. Et donc là, j'étais sur une phase de performance en vélo après pas mal d'entraînement et pour faire une course de vélo, une cyclo-sportive dans les alentours de Castres, à côté de Toulouse. Une cyclo-sportive, c'est 120 km, un peu plus de 2000 mètres de dénivelé, avec à peu près 1000 coureurs. Je suis bien préparé, je suis motivé, j'ai bien suivi l'entraînement et me voilà un matin parti pour ma course. Je me dis, je vais faire le mieux que je veux, comme d'habitude, hein, on va se rentrer dedans, on va faire un chrono au moins pour soi, hein, pas forcément pour gagner la course. Et la course se passe franchement bien, à haute intensité hein, ce jour-là, parce que je fais les 110 km, je suis dans le groupe de tête, je suis premier dans ma catégorie, je fais la course avec la catégorie élite, qui est une catégorie très haute à vélo, à 110 km, donc 10 km de l'arrivée, se présente en fait un grand coup de mou. J'ai la ceinture cardiaque qui enregistre la fréquence cardiaque et qui m'indique que je passe de 150 de fréquence cardiaque à 80, 50. Et puis là, un vrai malaise, donc une baisse de tension, la nausée. Je pose le vélo, je vois que j'y arrive plus, impossible de pédaler, plus de puissance. Je m'assois sur le bas-côté de la course de vélo. Je vomis, la nausée passe pas. Sur le moment, je me dis, oh, c'est une hypoglycémie, t'as mal géré, c'est trop con, t'as 10 km de l'arrivée, t'allais gagner la course. Et finalement, je prends un gel, je mange un peu et cette hypoglycémie ne passe pas. J'essaie de remonter sur le vélo parce que tous les coureurs à côté me disent, allez, c'est un coup de mou, tu vas y arriver, remonte, remonte. J'essaye de remonter sur le vélo et je fais 1 mètre, 2 mètres et impossible, plus d'énergie. Je retombe à chaque fois. Et toujours cette bradycardie, cette fréquence cardiaque qui reste basse et cette nausée qui passe pas. Je demande à un copain qui passe à ce moment-là d'alerter les secours. Les secours arrivent, c'est la protection civile qui vient à ma rencontre, ils me prennent les constantes, la fréquence cardiaque qui est un peu lente mais qui est OK, la tension qui est OK, et ils me prennent la glycémie et au moment de me prendre la glycémie est normale. Donc c'est-à-dire que mon hypothèse d'hypoglycémie induite par l'effort, elle tombe à l'eau. Et là, je me dis, ah, il y a un autre problème. Et le temps passe, les minutes s'écoulent, et finalement, j'ai une vraie douleur dans la poitrine qui s'installe. Cette douleur dans la poitrine, bah, je la reconnais. Je fais des études de médecine, je suis médecin, je travaille en milieu d'urgence, en préhospitalier, je suis anesthésiste réanimateur. La douleur de l'infarctus, elle est typique, en tout cas à ce moment-là. Elle est croissante, elle est d'intensité forte, elle est constrictive. Elle irradie dans mon épaule à gauche jusque dans le bras et elle ne passe pas. Elle serre en étau de plus en plus. Et là, je fais, ouais, c'est pas du tout une hypoglycémie, il y a un problème. Il faut faire un électrocardiogramme.
me dit que je suis en train de psychoter. C'est pas possible à 35 ans de faire un infarctus alors que je suis sportif, entraîné, que je n'ai pas de facteur de risque. C'est pas possible que ça m'arrive à ce moment-là, pas à moi, pas avec l'entraînement que j'ai, pas avec l'hygiène de vie que j'ai. C'est pas possible. Et bon, on m'évacue de la course, la douleur, elle passe pas. Et puis, on finit par m'amener aux urgences de l'hôpital général qui se trouve à proximité. Et aux urgences, je suis vraiment mal. La douleur est toujours très présente, toujours irradiante dans ce bras. On fait l'électrocardiogramme et l'électrocardiogramme est alors sans appel. La médecin urgentiste revient vers moi et me dit tu fais un infarctus inférieur. Tout de suite, dans ma tête, ça parle, hein, le malaise, la nausée, le vomissement. Donc, c'est des signes d'infarctus inférieur. Donc, sur une coronaire droite, moi, qui va être obstruée. Et donc, l'électrocardiogramme qui montre bien l'élévation du segment ST. On prélève alors le marqueur cardiaque, les troponines. On m'informe de la situation, on informe ma conjointe qui est pas là à ce moment-là, qui est tranquillement au restaurant en train de faire un brunch un dimanche midi. La bonne nouvelle, il a fait l'infarctus sur la course de vélo. Tout le monde est ravi. Et moi, je m'effondre un peu à ce moment-là parce que c'est le choc, c'est le bouleversement. Je passe de je vais gagner ma course de vélo à tu as 35 ans et tu vas devenir insuffisant cardiaque. Mm. Et là, le choc est un peu dur, sachant qu'en fait, se déroule devant moi toutes les complications. Je sais tout ce qui peut se passer là dans les minutes qui vont suivre. Je sais ce qui me pend au nez, c'est-à-dire l'arrêt cardiaque sur des troubles du rythme. C'est ce que je redoute le plus au moment où on m'informe et qu'on me dit que je fais un infarctus. L'infarctus du jeune sportif, c'est souvent la mort subite, hein, c'est ce qu'on voit sur les terrains, sur les courses. Mm. Je m'effondre en pleine course et le décès. Et donc à ce moment-là, on essaye de rester un petit peu lucide. Donc c'est où vous allez me transférer, où est-ce qu'on va faire la coronarographie. Et donc on me transfère via le SAMU sur Mm. l'hôpital le plus proche qui disposait d'une coronarographie parce que là où j'avais été aux urgences, il n'y avait pas de table de coro. Il s'avère qu'à l'hôpital où je suis, c'est un hôpital périphérique de Toulouse, ville dans laquelle j'ai fait mes études. Donc, je connais le cardio qui vient, je connais la médecin urgentiste qui vient, je connais l'anesthésiste qui vient. Donc, tout le monde s'affole. En 30 secondes, malheureusement, ma mauvaise histoire a déjà fait le tour de la ville et de toute la communauté médicale. Et me voilà transféré du coup à la clinique d'Albi, la ville à côté, qui dispose d'une table de coro. Tu vois, ouais, quand je t'entends, je me dis, bah, quelquefois, mais ça doit être pire quand on est médecin parce qu'on sait. Parce que moi, je savais pas. Ah ouais, Et que, clairement, clairement, et tout le long, ça a été pire, hein, parce que ah ouais, tout le long, je sais ce qui me pend au nez. Donc là, c'est-à-dire on me met dans l'ambulance du SAMU qui va faire le transfert avec une jeune médecin que j'avais moi-même formée. Et elle me dit, putain, Guillaume, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas possible, pas toi, comment ça t'arrive? mm, Et là, tu sais que je suis vraiment pas tranquille. Je fais, oui, je sais qu'à tout moment, je vais avoir des troubles du rythme, à tout moment, je peux m'arrêter. Donc, ils m'ont mis les patchs pour me choquer au cas où. Donc, mm. je sais à ce moment-là ce que ça veut dire. Et puis me voilà, j'arrive à Albi. Et à Albi, il m'installe sur la table de coro. Et la table de coro, bah, je connais l'anesthésiste forcément, parce que c'est aussi une collègue. Bon, j'ai à peu près le même discours, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, toujours pareil, j'en sais trop rien, je m'y attendais pas. La coro, bah, elle se passe bien, elle dure 1 heure quand même, et en fait, il s'avère que j'ai la coronaire droite qui est dominante chez moi, donc le cœur est vascularisé par la droite et par la coronaire gauche et vascularise différents territoires de manière un petit peu Moi, je différente. comprends rien, ça. Si tu peux Ouais, m'expliquer. Moi, je suis une basique, tu sais. La ça marche. vascularisation. Du coup, le cœur, le myocarde, donc le muscle cardiaque, est vascularisé par les artères coronaires. Donc, les Mm. artères coronaires amènent l'oxygène et les nutriments au muscle, le myocarde. Et donc, ces coronaires naissent à la sortie de l'aorte. Donc, le cœur éjecte le sang, envoie le sang dans tout l'organisme et envoie le sang aussi pour s'oxygéner lui Mm. dans ses artères coronaires. Et donc, l'infarctus du myocarde, donc l'infarctus cardiaque, ça va être l'occlusion
et la non-perfusion d'un territoire du cœur, Mhm. d'une partie du muscle du cœur. Et donc, en général, c'est dû à une de ces artères coronaires qui vient se boucher par Mhm. différents mécanismes qui vont être chez le patient avec pas mal de facteurs de risque, qui vont être une sténose progressive par l'athérosclérose, donc des dépôts lipidiques dans cette artère. Il faut imaginer une canalisation tout simplement où on vient mettre des dépôts de savon petit à petit jusqu'à ce que la canalisation soit bouchée et hop, ça marche plus. Mhm. Ou à l'inverse, cette canalisation se bouge petit à petit et d'un coup, il y a une touffe de cheveux qui passe dedans et ça l'obstrue. Ou sinon, bah, il y a une trop grosse touffe de cheveux et la canalisation est OK et ça vient se boucher. Donc ça, Mhm. c'est un gros thrombus. On peut résumer ça comme ça. Donc il y a une coronaire droite et une coronaire gauche. La coronaire gauche, en général, innerve plutôt le ventricule gauche. Et donc, quand elle est touchée et qu'elle est bouchée dans sa proximité, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Moi, c'est la coronaire droite qui est bouchée, heureusement. Malheureusement, chez moi, elle est dominante, donc c'est-à-dire qu'elle va vasculariser aussi le côté postérieur du myocarde. Et donc, il y a un volumineux thrombus de plaquettes, c'est-à-dire que les plaquettes, elles se sont agrégées, les plaquettes, elles circulent dans le sang, et en fait, elles vont aller faire une croûte. C'est comme quand on se blesse, c'est les plaquettes qui viennent faire ça, l'espèce de croûte qu'on a sur la peau. Ben là, elles font pareil à l'intérieur des vaisseaux, et elles vont aller venir boucher complètement toute cette coronaire droite par agrégation des plaquettes et venir faire un infarctus. Donc, on me débouche et on va me poser un stent à l'endroit où il y a ce volumineux thrombus. Il n'y a pas vraiment de sténose, il n'y a pas vraiment de problème de dépôt de cholestérol. Il y a des microplaques, une microplaque qui est là. Cette microplaque, elle est assez classique. On pourra peut-être y revenir sur les mécanismes chez le sportif. Elle est due au vieillissement, cette microplaque, indépendamment des facteurs de risque. Et ce jour-là, elle s'est fissurée. Elle s'est fissurée et donc les plaquettes se sont agrégées dessus. Les plaquettes elles sont agrégées dessus à cause de D'accord. plein de facteurs. Ok. Euh, J'ai vu ça justement, et que c'est vrai que c'était un domaine de recherche qui était assez émergent, l'infarctus chez les sportifs. Donc il y a des causes vraiment particulières qui sont très liées aux grands sportifs, c'est ça? alors, il faut considérer que les causes de mort cardiaque avant 35 ans sont en général d'origine plutôt congénitale, sur des troubles du rythme, des malformations ou des troubles du rythme cardiaque qu'on a depuis longtemps mais qu'on ignorait, qui sont facilement détectables avec un électrocardiogramme, une échographie. Après 35 ans, les causes de mort subite du sportif sont la plupart du temps liées à des phénomènes d'athérosclérose et d'athérothrombose, donc un infarctus du myocarde par un thrombus. Il est montré que chez le sportif, le sport reste protecteur, mais passé un certain volume d'entraînement, autour de 15-20 heures par semaine, c'est difficile à quantifier, il faudrait quantifier en équivalent métabolique, Mm. mais passé un certain volume d'entraînement, il y a un léger surrisque qui réapparaît, et surtout, il y a un léger surrisque au moment de l'effort, notamment chez les sports concernés, c'est le triathlon, le marathon et le cyclisme en compétition, c'est-à-dire des efforts à haute intensité cardiaque prolongée, c'est-à-dire 4-5 heures d'effort Mm. autour de 160-180 de fréquence cardiaque, où en fait les sportifs d'endurance ont plus de plaques calcifiées, ça c'est bien montré. Ces plaques, elles sont censées être plus stables, mais elles ont des moments de faiblesse parce que les plaques au sein de ces artères, elles bougent en fait, hein, c'est quelque chose de dynamique. Elles vont être très stables, avoir des moments un peu moins stables. Et en fait, quand il y a ces phénomènes d'athérosclérose et d'athérothrombose, en fait, c'est une microplaque qui va venir fissurer et les plaquettes vont venir s'agréger parce qu'à ce moment-là, en fait, le sportif, c'est souvent en fin de course parce que c'est là où on est déshydraté. Mm. C'est là où on a la décharge d'adrénaline qui est maximale. Le corps, il sécrète de l'adrénaline en permanence pendant l'effort. Il augmente la pression artérielle pendant l'effort. Donc, on a une plaque qui est fragilisée du fait d'une pression artérielle qui a augmenté pendant l'effort, du fait de la déshydratation où les plaquettes s'agrègent, et d'autant plus que l'adrénaline circulante favorise l'agrégation des plaquettes. Et donc, l'endothélium, qui est la surface du vaisseau à l'intérieur, va être Mm. aussi très activé par l'adrénaline et par la déshydratation et par l'effort. Donc tout ça fait qu'on est dans un environnement inflammatoire prothrombogène où le sportif, s'il a cette fissure sur une microplaque, il va y avoir un gros caillot qui va se former à cet endroit-là et boucher l'artère coronaire.
Et ce qui est bien montré, c'est qu'en fait, il y a un vieillissement vasculaire qui arrive dès l'adolescence. En fait, les vaisseaux commencent à vieillir en fait rapidement. On a très rapidement des dépôts d'athérosclérose qui sont pas sténosants, donc ça veut dire qu'ils sont pas, on peut pas les déceler par une épreuve d'effort. Il y a rien qui va être capable de démasquer ces micro-dépôts sur l'endothélium. Mais ces micro-dépôts, quand ils viennent se rompre, eh bien, Mm. ils peuvent provoquer un gros thrombus dans le vaisseau. Et L'examen qui est en cours de discussion pour dépister ça, c'est le coroscanner. Sauf que le coroscanner, il va montrer en fait la calcification de ces plaques. Sauf que les sportifs d'endurance ont des plaques plus calcifiées et théoriquement plus stables. Donc en fait, on va avoir un score calcique qui va être très élevé au coroscanner. Et une fois qu'on a dit ça, ben, on ne sait pas très bien quoi en faire. ouais. C'est-à-dire qu'un sportif qui a un coroscanner avec un score calcique élevé, qu'est-ce qu'on en fait? On ne va pas le contre-indiquer au sport. Est-ce qu'il faut lui faire une coronarographie diagnostique pour voir comment c'est? Aller lui mettre un stent, aller lui mettre du cardégique, de l'aspirine en prévention primaire sur un coroscanner, c'est pas montré, on ne sait pas très Mm. bien quoi en faire. Et surtout sur des sports à risque de chute, le vélo, le triathlon ou tout Ah autre ouais. sport, aller avoir une anti-agrégation, ça peut être risqué en cas de chute et de Mm. traumatisme. Ah ouais. Moi, je suis boxeuse, hein. Je sais que je dois faire très attention Ah dans oui, les alors là, la sparring. boxe. J'ai le droit de frapper, mais on n'a pas le droit de me frapper. Ça, c'est le bon plan. Mais donc on t'a mis le stent. T'es resté combien de jours en soins intensifs? Du coup, on m'a mis le stent et je suis resté 5 jours, il me semble, aux soins intensifs de cardiologie. Ouais. Initialement, il y a une dysfonction sur la fonction gauche et la fonction droite, donc il y a une dysfonction biventriculaire qui sont plutôt minimes. Il y a 45% de fraction d'éjection à 24 heures, une dysfonction droite légère. Pareil, moi, quand on me dit ça, ça me parle, hein, tout de suite, ça fait Non. écho. Tu vas être insuffisant cardiaque Ouais. à 35 ans. Donc voilà, pour moi, là, je rentrais dans l'insuffisance cardiaque quand on m'annonce tout ça. Mais Il faut ça fait quoi, savoir que excuse-moi? Ça signifie quoi? Parce que moi aussi, je suis insuffisante cardiaque. Je sens mon cœur, etc. Je vois qu'il y a des choses que c'est moins bien, mais toi, ça correspond à quoi en ressenti? C'est ce que c'est des alors, chiffres, ça, tu vois. moi, sur le moment, c'est impossible de se dire je suis insuffisant cardiaque sur le moment en termes de ressenti, vu que en fait, pendant 5 jours, on nous laisse presque alité, il faut pas trop Mm. bouger, il faut faire le moindre effort pour mettre le corps au repos. Donc en fait, une dysfonction cardiaque sans solliciter le cœur, on ne peut pas le mesurer. Aujourd'hui, je sais que je ne suis plus insuffisant, enfin, je ne suis pas insuffisant cardiaque. L'échographie initialement qui a été faite, elle est pathologique parce qu'elle est très précoce après l'infarctus. Et en fait, dès qu'on agresse un muscle, il se met en position, je me verrouille et je ne bouge pas. Et en fait, il est en Mm. position de sidération, il hiberne un petit peu. Et en fait, moi, c'est ce qu'on voit là, c'est 24 heures post-coronarographie. En fait, on a un myocarde qui est sidéré, donc qui dysfonctionne. Mais aujourd'hui, je sais que le cœur remarche normalement. Mais à ce moment-là, en fait, oui, j'ai eu très très peur de ça. À me Mm. dire, je vais être insuffisant cardiaque, ça veut dire je vais plus pouvoir faire de sport. Le trail, c'est fini. Le vélo, c'est fini. L'escalade, c'est fini. Le ski de rando, c'est fini. Enfin, tout ce qui est équilibre et qui fait partie de ma vie, bah, j'y dirais un trait dessus. Je passe ma vie dehors, je passe ma vie en montagne, je passe ma vie à faire du sport. Si ça, du jour, on l'enlève, j'avais du mal à concevoir la vie sans tout ça, où je me suis dit, allez, je vais me mettre à la pâtisserie et puis je vais faire du gras sur le canapé. Voilà, donc je suis resté ces 5 jours, aux soins intensifs de cardiologie, puis ils m'ont gardé monitoré quelques jours et puis je suis rentré à la maison en voyant que ça se passe bien, parce que j'ai pas eu de problème de trouble du rythme, hein, parce que c'est ce qu'on redoute le plus dans le post-infarctus, c'est qu'en fait le cœur, donc il a des cellules qui contractent et qui produisent la puissance, la contractibilité du cœur. Il a en fait aussi des cellules électriques qui permettent de conduire et de générer les battements et la régularité du cœur. Et ces cellules, elles vont être aussi détruites au moment de l'infarctus. Et donc, on redoute, au moment de la destruction de ces cellules qui génèrent le courant électrique, d'avoir des troubles du rythme et donc d'avoir un cœur qui ne va plus battre de manière régulière ou qui va battre de manière trop lente ou trop rapide. Et tout ça, c'est ce qu'on regarde pendant les 24, enfin, pendant les 7 premiers jours.
Mmh. s'assurer qu'il n'y ait pas de troubles du rythme importants qui semblent apparaître ou des troubles de la conduction. J'ai de la chance, ça n'a pas été mon cas, je n'ai pas tous ces problèmes. Actuellement, je ne ressens rien et j'ai pu sortir des soins intensifs sans problème et rentrer à la maison assez rapidement et serein. Tu as une réadaptation cardiaque après? Oui, donc du coup, rapidement, dès ma sortie, en fait, j'ai fait 3 4 jours à la maison et je suis allé en centre de réhabilitation cardiaque. Alors, le centre de réhabilitation cardiaque, il s'adresse surtout aux patients sédentaires qui ont un petit peu perdu l'habitude de faire de l'effort, qui ont beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaires. C'est vrai que quand on prend un athlète de haut niveau et qu'on le met là-dedans, c'est pas forcément tout à fait adapté, donc il a fallu faire quelques ajustements. Parce qu'effectivement, moi, même en ayant fait le point j'ai pas de cholestérol à la phase où je rentre Mmh. où on fait les analyses sanguines, j'ai un LDL qui est bas, j'ai 1,3 de LDL, j'ai le HDL, donc le bon cholestérol qui est dans les seuils protecteurs, j'ai 0,7 de HDL, j'ai pas les triglycérides élevés, j'ai la lipoprotéine petit a qui est très faible, j'ai pas d'hyperhomocysténémie, j'ai pas d'hypertension, j'ai pas d'apnée du sommeil, j'ai pas Ouais, mais d'antécédents tu jeune familiaux. aussi, hein? C'est bon, hein? Voilà, non mais bon, Tu 35 ans, hein? C'est bon. voilà, mais en tout cas, il n'y a pas de facteur de risque qui peut Ouais. laisser présager que je puisse faire un Ouais. infarctus et c'est assez important. Oui, oui, tout C'est-à-dire à fait. que ça peut toucher n'importe Ouais. qui, même en ayant une hygiène de vie assez Ah irréprochable ouais? et c'est la chose auquel je faisais très attention, même sur le plan de l'alimentation, on va dire pour la performance, la récupération, tout ça, je suis très vigilant sur tout ce que je mange et comment et dans quel sens. Voilà, donc je suis quand même allé sur cette phase de réhabilitation plutôt pour du réentraînement en sécurité Mmh. que pour de la réhabilitation. C'est-à-dire que je n'ai pas suivi les ateliers d'éducation thérapeutique, je n'ai pas suivi les ateliers de nutrition. Par ma formation, mine de rien, je connais tout ça et j'y suis déjà très intéressé avant. Et en fait, je me suis surtout servi du centre de réhabilitation pour faire du rentraînement, revenir sur le vélo en étant scopé, monitoré, avec un cardiologue pas loin pour reprendre Mmh. l'entraînement en sécurité. Et surtout pour faire les tests d'effort, les épreuves de VO2 max et voir un peu comment ça évoluait. Et donc, j'ai fait les 20 jours de réentraînement dans le centre. Donc j'ai fait une première épreuve d'effort à l'admission, qui est une épreuve d'effort sous-maximale, pour s'assurer qu'on est capable de suivre la réhabilitation en étant en sécurité. Donc oui, on m'a pas fait beaucoup forcer, on s'est assuré que je puisse monter sur le vélo sans trop de risques. La semaine d'après, on m'a fait une épreuve de VO2 max, Et c'était quoi le résultat alors? Tu t'es sur senti l'épreuve comment? d'effort. Ouais, la première fois? Alors l'épreuve d'effort, je me suis senti bien, mais parce qu'en fait le cardiologue m'a mis au seuil théorique. Quand on est cycliste, le seuil théorique qui est en lien avec l'âge, qui va être peut-être de 230 watts. Pour moi, 230 watts, c'est franchement pas beaucoup. Donc en fait, on me Mmh. fait faire une épreuve d'effort qui est vraiment sous maximale. Mais bon, moi, ça me rassure. Je vois déjà que je peux faire 230 watts sur un vélo sans être mal, sans avoir de troubles du rythme. Et ça veut dire que déjà, je peux reprendre l'activité en étant en sécurité. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Mmh. À ce moment-là, j'ai pas de signes, j'ai pas de symptômes et toute la surveillance cardiaque est bonne. Et donc, on a commencé la réhabilitation suite à ça. Une semaine après, on a fait l'épreuve de VO2 max, donc une épreuve un peu plus poussée qui va mesurer les capacités cardio-ventilatoires sur une épreuve maximale, pardon. Et donc là, qui permet d'établir la fréquence cardiaque maximale et d'établir, on va dire, la capacité métabolique de l'organisme. Donc pour moi, là, c'était chouette de voir ça, parce que ça me permet de voir à quel point j'ai perdu, pas perdu, et comment fonctionne l'appareil. Plus qu'une échographie, ça reste une image. Certes, elle donne des paramètres fonctionnels, mais l'épreuve d'effort et la VO2 max encore plus permet vraiment de calibrer l'entraînement, permet vraiment de voir comment fonctionne le moteur. Ouais. Plus qu'avoir des données, on va dire, purement anatomiques. Là, elles vont me donner vraiment des données fonctionnelles. Et pour moi, c'était important. Et heureusement, ils ne m'avaient pas prévenu avant de me faire l'épreuve de VO2 max parce que je pense que ça aurait pu me stresser un peu en ayant la peur des résultats qui allaient tomber. Et on m'a un peu pris de court. On m'a dit, allez, il faut monter sur le vélo. Et j'ai pu tout donner. Et quand j'ai vu que les chiffres étaient très, très bons,
Alors, un peu en dessous, peut-être de ce que j'ai pu faire avant, mais on était à une semaine de l'infarctus, donc faut aussi être un peu modéré. J'ai vu que les chiffres étaient très bons, pareil, sans gêne fonctionnelle, sans trouble du rythme qui s'en suivent. Je vais pas parler en chiffres là, je pense que ça intéresse pas grand monde à part moi pour avoir des référentiels. Mais en tout cas, tout était très bon, hein, au-dessus de la norme, au-dessus de la théorique. Et donc là, je me dis, c'est bon, c'est pas insuffisant cardiaque. C'est bon, tu vas pouvoir reprendre toutes tes activités sans être limité dans l'effort. Voilà, il faudra juste être patient, reprendre l'entraînement tranquillement, sous surveillance, t'assurer que tu fasses pas n'importe quoi, te faire suivre. Et ça va bien se passer. Si la VO2 max est bonne, hein, ça veut dire que l'appareil fonctionne correctement, quoi. Ouais. Voilà. Ça veut dire que tu as quasiment pas de séquelles, d'après ce que je comprends. Et le taux de récidive, c'est important sur ce type d'infarctus? Alors, le problème de ce type d'infarctus est purement statistique, Mmh. c'est-à-dire qu'il est très difficile d'étudier ce genre de phénomène qui reste rare, hein, parce qu'il ne faut pas tirer de mon expérience que le sport est une mauvaise chose. Non. Le sport, c'est très bien, le sport, ça reste protecteur. Passer un certain volume, il faut peut-être s'en méfier, mais ça reste un événement rare, c'est-à-dire que ce Mmh. qui m'arrive, c'est entre 1 à 5 cas pour 100 000 pratiquants, ce qui reste relativement rare. Donc on peut imaginer que le taux de récidive est d'autant plus rare, c'est-à-dire qu'il faudrait multiplier 1 pour 100 000 et le mettre au carré, ce qui est peu probable. Le taux de récidive, une fois qu'on est sous traitement, donc c'est-à-dire sous anti-agrégants plaquettaires qui va empêcher ce phénomène de thrombose, et sous statine, les statines vont avoir deux rôles, d'éviter que l'athérosclérose se développe, et surtout en fait les statines, elles ont un rôle anti-inflammatoire et elles vont avoir un rôle de chape de plomb sur les plaques, c'est-à-dire qu'elles vont stabiliser ces plaques, c'est surtout ça sur un phénomène comme chez moi, qui va être assez intéressant, c'est de stabiliser ces plaques pour éviter qu'elles se fissurent de nouveau. Et donc vraiment qu'il y ait un phénomène de récidive, d'un phénomène rare et encore plus sous traitement optimal médical, c'est Mmh. franchement peu probable. OK. Après, à moi de repérer les facteurs qui ont été précipitants et déclenchants dans cet événement. Les facteurs déclenchants, c'est la déshydratation. Ce jour-là, sur la course, j'ai mal gérer mon hydratation de manière volontaire parce que j'étais en train de jouer la course devant et que je pouvais pas m'arrêter au ravitaillement et boire suffisamment. Donc je me suis dit, c'est pas grave, tu pousses un peu le bouchon et c'est pas grave si tu rates une phase d'hydratation, si tu rates un bidon, c'est pas très grave, sachant que j'étais au bout de la course. L'autre facteur précipitant, j'avais fait 3 gardes la semaine d'avant, donc pas mal d'accumulation de fatigue avant de faire cette course. Et enfin, j'avais eu un virus ORL qui est le Covid 2 semaines avant la course. Donc ça, c'est assez bien décrit, hein, tout virus ORL, la petite toux, le petit rhume. Faut jamais faire de sport après avoir ou pendant avoir eu une infection respiratoire ORL. Les risques, ils sont multiples et ils sont bien décrits, hein. C'est le risque de myocardite et le risque que j'ai eu d'infarctus. Le Mmh. sport n'élimine pas plus vite le virus, c'est une énorme bêtise. Pour avoir travaillé en réanimation, on a reçu très souvent des jeunes qui font des myocardites, qui finissent greffés d'un cœur à cause de j'ai fait un marathon après avoir eu la grippe. C'est très très bien décrit. Il faut au minimum éviter, c'est une semaine après l'épisode viral. Moi, j'avais respecté au moins 2, même 3, il me semble, je ne sais plus exactement, hein. C'est au moins 3 semaines. Alors maintenant, bah, tout effort intense, j'attendrai au moins un mois et demi avant d'aller faire ça. Voilà, donc essayer de repérer un peu ce qui a pu Mmh. précipiter ça. Et après, là, comment ça va se passer? Ça va être clairement, je vais me faire suivre par la cardiologie du sport, par la médecine du sport, par les coronarographistes. On va retourner à l'entraînement en intensité de manière progressive et sous surveillance un peu serrée. Ouais. Mmh. Voilà. Moi, tu vois, dans tous ceux avec qui je parle, et moi la première, hein, il y a comme une sorte de surpuissance face à ça. C'est pas une surpuissance, c'est pas ça le bon terme, c'est dire ça va pas m'arriver. Même si on connaît certains risques, tu vois. Ah ben moi, enfin, je suis directeur médical sur pas mal d'événements sportifs, notamment le Marathon des Sables, bientôt l'UTMB, des gros trails sur les Pyrénées.
Et en fait, à chaque événement de cette ampleur ou qui implique plusieurs milliers de coureurs, j'ai presque à chaque fois, maintenant que j'y réfléchis, eu un infarctus du myocarde chez un sujet jeune et Mm. sans facteur de risque. Bon, voilà, on se dit, bah, il n'avait pas eu trop de chance. Ce jour-là, il faisait chaud, il était sûrement déshydraté. Est-ce qu'il n'a pas consommé de produits dopants? Parce qu'en fait, ça en fait partie aussi, ça augmente le risque de faire ce genre Mm. d'événement. Et moi-même pratiquant, jamais je me suis mis dans cette case, ça peut m'arriver, jamais. Et même le jour de la course, en fait, pendant au moins 30 minutes, euh, avant que les symptômes soient vraiment caractéristiques et avant qu'on me montre l'électrocardiogramme, je me suis dit non, mais c'est pas possible, il n'y a pas de raison que ça t'arrive à toi, c'est, c'est pas possible, tu as 35 ans, tu as zéro facteur de risque, Mm. je sais comment je suis foutu et mes problèmes de santé, et je sais il y avait aucun voyant rouge, au contraire, tout était au vert, c'est pas possible que ça me tombe dessus, mais c'est la dure loi statistique en médecine. En fait, c'est un événement rare, faut bien qu'il survienne, faut bien qu'il arrive et qu'il tombe chez quelqu'un. Au même titre qu'on aurait pu m'annoncer une leucémie, ça va être un pour 100 000 aussi, ça aurait pu me tomber dessus. Qu'on me découvre un diabète, ça aurait pu me tomber dessus. Voilà, ça, c'est une maladie, c'est Mm. statistique. À moi maintenant de diminuer au maximum tous les facteurs de risque, de les contrôler encore plus strictement, de bien suivre les traitements, de me faire suivre de manière encore plus précise, tant dans mon entraînement que dans la manière un peu plus chronique de la maladie, ben, pour pas que ça récidive. Après, Et, clairement, en ayant fait la coronarographie qui montre que les coronaires elles sont nickel, qu'il n'y a pas de plaque, qu'il n'y a pas de sténose, il n'y a rien, tout ça c'est quand même assez rassurant pour me dire qu'il y a peu de chances que ça survienne. Voilà, maintenant, je sais que ça m'est arrivé, ça me place dans la population à risque. Donc, maintenant, je suis en prévention secondaire, j'ai fait un événement cardiovasculaire, je tombe dans la case prévention oui. secondaire, Mm. et donc je suis considéré plus à risque. Donc, sous traitement médical, ça reste peu probable, mais je sais que je serai très vigilant, plus à Mm. l'écoute aussi de moi-même, c'est-à-dire je suis fatigué, je n'irai pas faire de sport, j'ai un virus, je n'irai pas faire de sport, je vais être vigilant sur l'hydratation, le sport à très haute intensité, pourquoi pas dans un an, mais sous surveillance et en ayant préparé bien tout ça. La compétition, on verra. Quand je t'écoute parler, j'ai l'impression que c'est quasiment, même si c'est important, tu le considères comme un épiphénomène dans ta vie. Alors ça, c'est peut-être un phénomène de défense Mm. psychologique de le mettre un petit peu de côté. J'écoute un peu ce qu'on me dit, je me suis entouré de pas mal de copains. Moi, j'ai la chance d'être dans le milieu, ce qui fait que j'ai accès aux cardiologues du sport du CHU, aux médecins du sport de la performance du CHU, et tout ça fait que j'arrive à avoir une équipe autour de moi assez solide. Des gens qui, au vu des données, m'ont franchement rassuré. Ils m'ont dit, Guillaume, dans un an, tu es au même niveau, tu seras même au-dessus si on t'entraîne correctement. Mm. Tu vas récupérer complètement, il n'y a pas de raison. Donc, en fait, j'ai quand même pas mal de signaux positifs. Préfère le considérer comme c'est un phénomène grave dans ma vie, mais je préfère le considérer quand je m'adresse à tout le monde, là, je préfère leur rappeler quand même que c'est un phénomène statistique qui me tombe dessus et que les gens ils prennent pas ma mésaventure pour argent comptant en se disant non, il faut pas que je fasse de sport, faut pas que je fasse tout ça, je suis à risque d'infarctus parce que non, Mm. le sport reste quelque chose qui va protéger de la survenue de ces événements-là. Et c'est pas parce qu'il m'est arrivé ça que ça va arriver à tout le monde. Ça peut arriver, c'est sûr, mais il y a beaucoup plus de risques de faire un infarctus en restant au fond du canapé, en fumant des cigarettes et en mangeant n'importe comment, que d'aller faire du vélo tous les jours et en restant actif et d'éviter d'être sédentaire. Donc voilà, c'est plutôt ça le message que je veux faire passer. C'est bien présent dans ma tête, c'est sûr. Je Ouais. préfère être positif et d'aller de l'avant, rester optimiste, avoir des projets devant moi, reprendre mes activités tranquillement. Alors, je suis très à l'écoute, hein. La moindre palpitation, je me prends le pouls. Dès que je suis sur le vélo, j'ai les yeux rivés sur la fréquence cardiaque. Ouais, ça me rassure, Euh, hein, parce que je me disais, vu moi comment j'ai flippé, je me dis: «Oh bah, j'ai dû surflipper moi alors». non, non, je suis très à l'écoute, bien plus qu'avant, et je pense que je vais prendre ça comme quelque chose d'enrichissant, donc d'être capable de s'écouter un peu plus, d'être dans le plaisir
dans le sport, pas forcément dans la performance non plus. Mm. Comme ça, si on est vite rattrapé par ses travers sur ces sports d'endurance finalement, parce que la performance elle est souvent derrière. Et donc voilà, ça va être, c'est comment prendre cet événement de vie et comment en rendre quelque chose de Mm. constructif et, euh, et Ouais, regarder de l'avant. ouais, chacun est différent, mais tu vois, moi j'ai fait mon infarctus à la boxe et je me suis reconstruite avec la boxe, hein. Sauf que la boxe, comme je la pratiquais avant et la boxe comme je la pratique maintenant, en fait, ça m'a montré une autre manière de boxer et de prendre le sport d'une autre manière, en fait. Et ça m'a énormément enrichi. Oui, bah, je Donc, suis tout à fait d'accord avec toi, hein. mm, On- moi, ça va me permettre de m'entraîner différemment. Je le vois, je fais pas mal d'escalade, même en escalade, tout simplement, en fait, faut jamais faire monter la fréquence cardiaque, sinon c'est qu'on grimpe pas bien, ou accepter qu'elle monte et puis trouver un système de repos rapidement pour faire baisser cette fréquence cardiaque et revenir au calme et pour pouvoir enchaîner le mouvement suivant. Et ben là, d'être encore plus à l'écoute, ça m'oblige à trouver encore plus de repos, ça m'oblige à grimper encore plus calmement. Et finalement, je me rends compte que je progresse dans mon sport suite à ça. Probablement, alors le problème du vélo, c'est que rapidement, ça peut être dans l'intensité. Donc ça, on attendra avant d'aller là-dessus. Mais en fait, de consolider des bases d'endurance, ça va permettre aussi d'aller plus loin, plus facilement, plus en sécurité, mieux s'entraîner. Certains, je pense que c'est positif. Je suis pas trop inquiet. mm. Et une petite dernière question, ton entourage, comment il va? Alors, je m'en suis rendu compte aujourd'hui, en revenant au travail où tout le monde m'a sauté dans les bras. J'ai l'impression d'avoir fait une semaine enfin un mois de réanimation, à être passé à côté de la mort et dans la tête des gens. Clairement, je me suis rendu compte aujourd'hui que ça a été ça. Autour de moi, on me l'a pas tant, pas tant exprimé, mais là, je m'en suis rendu compte avec des gens finalement un peu plus extérieurs à ma vie, qui ont suivi la chose un peu plus de loin ou à travers les quelques messages que j'ai pu donner. C'est un petit bloc opératoire très sympa avec des gens très attentifs et attentionnés. Et en fait, aujourd'hui, ils étaient sous le choc de ce qui m'est arrivé. Ils étaient très, très heureux de me voir là, avec le sourire et en forme. Et j'ai réalisé que oui, ouais, j'avais beaucoup, beaucoup inquiété les gens. Et ensuite, oui, ma compagne, elle a serré les dents pendant une semaine en gardant la face quand j'étais aux soins intensifs. Et il y a eu, euh, il y a eu le petit contre-coup, on va dire, ouais, là, deux semaines après. Ça a été Mm. franchement, franchement dur après, quand on a réalisé, oula, mais en fait, t'as failli mourir sur ta course de vélo parce que malheureusement, l'infarctus chez les sportifs, c'est souvent la mort subite et c'est le massage cardiaque dans le fossé. Et voilà, en fait, plus en fait j'ai raconté mon histoire et plus personnellement je réalisais en fait ce qui m'est arrivé. Mm. Puis je me suis dit, en fait, t'as failli, t'aurais pu y passer, t'as failli y passer, et mon entourage l'a réalisé petit à petit. Et pour Mm. l'anecdote, en fait, cette année, c'est un peu l'année maudite parce qu'il y a 6 mois, j'ai eu un accident de parapente où je me suis cassé la jambe et ça a duré quelques mois. J'ai fait une frayeur à tout le monde aussi avec cet accident de parapente. Et la rebelote, donc en fait, c'était un peu la goutte d'eau de trop pour tout mon entourage, ma famille, ma copine, mes proches. Ils m'ont dit, alors, Guillaume, tu restes dans le canapé, tu prends un abonnement au club de pétanque du coin et ça ira très bien, quoi. Ouais. Donc, oui, je sens que j'ai un entourage formidable autour de moi. Je parle pas de mes copains là, mais alors, j'ai des Mm. super copains qui ont été présents dès dès juin jusqu'à la fin et pour les deux événements. Mm. Et non, en fait, ça c'est super important, hein, ça aide à avancer. Et en fait, c'est des piliers. Cet événement, moi, il me fait réaliser ça, Mm. que Ouais, je plutôt que trouve que de c'est courir dingue, hein. après un chrono, Mm. en fait, prendre soin de soi et de ses proches, Mm. ça a peut-être un peu plus de valeur que de regarder bêtement les watts kilos qui sont produits sur un vélo, hein. Voilà. On va finir sur ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, écoute, en tout cas, c'était très agréable de parler Ouais, avec toi. J'espère que tu arriveras à faire quelque chose de cette interview et que ça soit pas trop bateau.